Si vous prévoyez de sortir une V2 de votre produit, il faut absolument que vous regardiez cette vidéo. Vous avez bossé pendant des mois sur une version améliorée de votre best-seller. Peut-être que vous avez écouté vos clients, peut-être que vous l'avez amélioré pour optimiser vos marges. Peu importe la raison, vous allez voir qu'on va quasiment toutes les traiter dans cette vidéo. Et s'il reste une once de sujets qu'on aurait omis de traiter, l'encart de commentaires est disponible. Juste avant de continuer, je m'appelle Thomas, cofondateur de l'agence The Deployer, une agence qui accompagne des dizaines de boutiques e-commerce dans l'optimisation méthodique de leur conversion au panier moyen. Vous pouvez réserver un appel dans la description de cette vidéo pour en savoir plus. Est-ce qu'une question vous bloque? Comment lancer la V2 de votre produit sans tuer la V1, celle qui a généré du business jusqu'à maintenant, celle qui vous permet encore de générer du business, celle qui tient l'intégralité de votre acquisition? On va en parler. Les risques, c'est de créer de la confusion, c'est de diluer votre proposition de valeur et dans le pire des cas, perdre des ventes ou en tout cas perdre sur les deux tableaux. Voyons ensemble les questions à se poser et évidemment les bonnes pratiques. Premièrement, sachez que vous ne vendez pas un produit. Important. Vous vendez une gamme, une image, une promesse, un écosystème global qui permet à votre utilisateur d'atteindre une situation désirée. La V1, elle a souvent une forte présence mentale chez vos clients. C'est celle que vous avez tabassée dans tous les sens en acquisition. Pub, bouche à oreille, retargeting, etc. Ensuite, une autre chose à savoir, c'est que votre V1, c'est votre produit d'ancrage actuel. Et on va voir que c'est une chance aussi. Toucher à ça sans un plan, c'est risquer l'explosion, risquer de perdre des ventes sur la V1 et sur la V2 et de voir son acquisition s'effondrer parce que là, pour le coup, vous touchez à ce qui est responsable des performances publicitaires aussi, à savoir ce qui se passe après. Voici les 4 erreurs classiques qu'on retrouve généralement, et croyez-moi, on n'en est pas à notre premier lancement de V2 de produit. Stopper brutalement la V1, premièrement, sortir la V2 directement, et donc avoir des différences sur le produit qui sont visibles et notables par l'utilisateur sans explication. L'utilisateur ne comprend pas, perd ses repères et ressent une dissonance. Cacher la V2 sous prétexte de ne pas faire d'ombre à la V1 et donc de commencer à la pousser en acquisition sans qu'elle soit accessible. Vous passez à côté d'un levier de confiance qui est énorme et on va le creuser un petit peu plus tard et d'un effet waouh pour l'utilisateur qui peut vraiment bénéficier à votre marque si c'est bien fait. Mettre les deux sans les comparer, c'est-à-dire qu'ils cohabitent sur le site mais on n'a pas de moyen de comprendre leurs différences. Dans ce cas-là, l'utilisateur doit deviner la différence. Résultat, il n'achète pas. Lancer sans storytelling ni pédagogie globale autour de la raison d'être de la V2, des problèmes qu'elle vient régler ou de ce qu'elle apporte en plus de la V1. Une V2, c'est une opportunité pour vous de raconter votre démarche d'optimisation. Il faut vraiment le voir comme ça, démarche d'amélioration même du produit. Une opportunité de montrer à vos utilisateurs que vous les écoutez et que vous êtes sensible au fait de leur délivrer le meilleur service ou produit possible. Alors voici les questions à se poser avant de lancer. Premièrement, est-ce que la V1 reste un bon produit? Oui ou non? Est-ce que la V2, c'est une montée en gamme ou est-ce que c'est une refonte complète du produit 1? Est-ce que je veux orienter le client vers la V2 ou alors je veux lui laisser un vrai choix entre les deux? Enfin, quelle est la valeur perçue du delta prix V1, V2? Est-ce qu'il est justifié? Passons aux bonnes pratiques. Je vous laisse un moment pour répondre à ces questions si vous voulez, et on peut continuer parce que la réponse sera quand même indispensable pour la suite. La bonne pratique numéro 1, c'est de créer un ancrage psychologique. Le prix d'ancrage, généralement en psychologie, c'est un prix de référence qui permet de ridiculiser aussi le prix actuel. Donc si la V2 elle est plus chère, elle valorise techniquement la V1. Encore faut-il qu'on comprenne pourquoi. Mettre en place un comparatif clair et visuel, voilà, on répond directement au pourquoi, dans le carrousel d'images ou en dessous des variantes, et on verrait, j'ai envie de dire, et ou, bon, vous avez compris, et avec un tableau simple, donc fonctionnalité, bénéfice, prix, histoire qu'on puisse comprendre assez rapidement la différence entre les deux. Je pourrais vous sortir des dizaines et des dizaines d'exemples qu'on côtoie quotidiennement
de marques qui font cohabiter plusieurs versions jusqu'à des V5 ou des V18 ensemble. Ensuite, faciliter le passage d'un choix à l'autre. Des boutons pour comparer les modèles, mais de passer d'un modèle à un autre. Des boutons pour ne pas enterrer l'un des deux dans l'UX, mais au contraire, les afficher fièrement pour pouvoir les comparer. L'abattant chez Boku est une version améliorée, plus complète, plus haut de gamme du bidet de base, qui permet aussi de ridiculiser l'offre qui est pratiquée sur le bidet. On peut voir l'abattant chez Boku, c'est une version plus haut de gamme du bidet, qui permet aussi de ridiculiser le prix du bidet en lui-même, de venir satisfaire une audience qui n'était pas intéressée par le bidet et qui cherchait quelque chose de plus robuste potentiellement, plus complet, et de venir satisfaire ou convaincre une audience plus réticente qui aujourd'hui a un point de comparaison dans un marché où seulement la douchette existait ou alors les toilettes japonaises à plus de 2 000 €. Et aujourd'hui, on a ces toilettes japonaises à plus de 2 000 € sur le site de Boku. Et le fait de montrer qu'on est capable de les faire, le fait de voir ce produit à côté, permet de ridiculiser les offres qui sont à côté. Et ça, c'est intéressant aussi dans votre logique de marque et au fur et à mesure que vous allez atteindre certains paliers. Capitaliser sur la V2 pour raconter une histoire. Encore une fois, c'est une bonne pratique et c'est une chose à mettre en place absolument. Il faut mettre en avant la démarche, le feedback client que vous avez récupéré, de quoi c'est parti, la R&D, l'écoute. Si vous suivez même Asphalt et leur processus de création produit, voire même l'histoire qu'ils racontent à chaque lancement de produit, eh bien on part toujours de la preuve sociale client et de l'interaction avec ce dernier qui attribue automatiquement une confiance supérieure envers la marque et une compréhension ou un respect de la part de l'utilisateur à dire « Ah ouais, ce mec-là, ils ont fait le job ». Vous montrez que vous êtes une marque sérieuse et c'est aussi un levier de réassurance globale pour tous vos produits, évidemment. Communiquer le bon message. À la fin, faire ce travail de recherche, se poser toutes ces bonnes questions, c'est évidemment utiliser les bons axes et avoir un discours qui est percutant. La V1 ne disparaît pas. Elle devient la version accessible. La V2 ne remplace pas. Elle améliore et elle va aller chercher un public qui n'était pas convaincu par la V1. Vous ne forcez pas. Vous guidez grâce à votre V2. Et cette manière de voir ce changement va changer, je l'espère, drastiquement votre manière de réfléchir à cette stratégie et à la manière dont vous allez l'implémenter. L'utilisateur maintenant comprend les différences et il choisit en connaissance de cause. Voici un cas d'usage où quand même on peut être amené à retirer la V1. Ça peut arriver. Si la V2 corrige des défauts majeurs et que c'est irrattrapable sur la V1, si la production de la V1 devient non rentable, et évidemment on crache plus de marge sur la V2, c'est justifié. Si vous avez un repositionnement fort qui s'illustre par la V2, si c'est votre cas, vous verrez exactement de quoi je veux parler. Dans ce cas-là, ça vaut la peine de sortir directement la V1, mais ça ne veut pas dire qu'il faut la sortir brutalement. Créez tout de même un pont narratif, car les risques sont les mêmes. La V1 a accompagné plus de 20 000 clients. Voilà, on explique ce qui s'est passé. Voici la nouvelle version que vous attendiez pour X raisons, et voici ce qu'elle résout. Voici la raison aussi pour laquelle la V1 disparaît et celle-ci prend le relais. Conclusion. Let's go. Une V2, c'est pas qu'un meilleur produit. C'est une opportunité stratégique de mieux vendre, mieux convaincre et de mieux incarner votre marque. Ah, ça fait du bien de le voir comme ça. Si elle est bien pensée, elle booste les deux produits, la version 1 et la version 2. Et si elle est mal pensée et présentée, du coup, elle fait douter l'utilisateur et freine l'achat. Ce qu'on n'a pas envie de faire, et surtout qu'on investit généralement beaucoup dans ce genre de stratégie, que ce soit sur la partie production jusqu'à l'acheminement du produit en passant par les créas, le discours, le site, les emails, etc. On n'a pas envie. J'espère que cette vidéo vous a
aider. N'hésitez pas à me le mentionner, ça me ferait plaisir vraiment dans les commentaires. Et si vous voulez en savoir plus sur notre manière de fonctionner et la manière dont on optimise des dizaines de boutiques e-commerce chaque jour, prenez un appel dans la description de cette vidéo. On se retrouve là-bas ou dans une prochaine. À bientôt.